Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dans la prison de la Cour pénale internationale, l'ex-milicien congolais Bosco Ntaganda poursuit sa grève de la faim. Il s'agit d'une manipulation selon le bureau du procureur. En Libye, 4 terminaux pétroliers étaient passés mardi sous le contrôle des autorités non reconnues. Finalement, la totalité du croissant pétrolier est à présent sous l'administration de la Compagnie nationale du pétrole. Puis ces bonnes performances du secteur bancaire rwandais, une solidité affichée face au secteur de la microfinance qui montre de grandes fragilités. Mais au Burkina Faso, tout d'abord, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, également ministre de la Défense, ordonne des poursuites contre Yacouba Isaac Zida, ancien Premier ministre, durant la transition entre fin 2014 et décembre 2015. Poursuite pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. Le général Zida se trouverait actuellement au Canada. L'attente se poursuit au Gabon, attente de la décision de la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur les résultats de l'élection présidentielle du 27 août, donnant le président sortant Libongo Ndimba vainqueur. En attendant, les déclarations vont bon train, notamment celle de Ben Moubamba, arrivé troisième à cette élection présidentielle. Il dénonce un scrutin qui a manqué de transparence. Il était au micro de notre envoyé spécial, Thierry Ngogang. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore rendu officiel, on l'a dit, de ce scrutin présidentiel. On attend les résultats finaux. Est-ce que vous comptez jouer un rôle important plus tard, peut-être dans un gouvernement d'union nationale, ou bien de large ouverture? Vous allez entrer dans le gouvernement si on vous propose? Vous dites que je suis sorti troisième. Les chiffres, le chiffre des électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne ne sont pas encore connus. Mais je sais que le candidat Jean Ping, pour ne pas le citer à nouveau, a fait aussi dans la fraude, comme le candidat du pouvoir sans doute. Eh bien, on sait aujourd'hui, et la Cour le sait, qu'il m'a pris des milliers de voix, à peu près 10 000 voix, par des mécanismes de fraude. Le scrutin n'a pas été sincère, même si j'ai pris acte des résultats tels que proclamés par la commission de la Sénat. Vous ne répondez pas à ma question, M. Moubamba. Est-ce que vous allez entrer au gouvernement? Est-ce que vous avez déjà eu la proposition? Entrer dans un gouvernement, personne ne m'en a fait la proposition, mais de vous à moi, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui recherche à être membre d'un gouvernement? Je ne sais pas. Si j'avais voulu être membre d'un gouvernement, en l'occurrence d'être affilié au pouvoir, cela se serait fait depuis 2009, où j'étais candidat à l'élection présidentielle, gréviste de la faim bien connu. Oui, je dis que moi, je ne cherche pas à être ministre. Cependant, je cherche à me transcender, à me mettre au service de la nation gabonaise et à proposer un programme qui serait le Gabon d'après. Je ne vais pas forcément dilapider ce qui est mon crédit politique en ce qui me concerne. Moi, j'estime tout simplement que je me mettrai au service de la nation selon la configuration la meilleure, mais pas à n'importe quel prix. L'ancien milicien congolais poursuivi par la CPI pour notamment crimes de guerre commis dans l'est de la RDC entre 2002 et 2003 observe une grève de la faim depuis maintenant 9 jours. Bosco Ntaganda, qui boycotte les audiences de son procès, continue de dénoncer ses conditions de détention. Hildet Mirabel-Bisson. L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda poursuit sa grève de la faim pour protester contre la décision des juges de la Cour pénale internationale relative aux conditions de sa détention. En effet, ce 15 septembre 2016 marque le 8e jour de grève de l'ancien commandant des forces rebelles du Congo national pour la défense du peuple. L'ancien chef rebelle congolais refuse également de se présenter à la salle d'audience. Bosco Ntaganda se plaint d'autre part de ne pas avoir de visite de ses 7 enfants depuis sa reddition à l'ambassade des États-Unis au Rwanda et son transfèrement à la CPI en mars 2013. One must wonder, Mr. President, On doit se demander, Monsieur le Président, quel est l'intérêt de la justice. Nous avons ici un homme qui est au centre de détention et qu'il est décidé ou non, c'est un homme qui n'a pas mangé depuis plus de 7 jours. Il n'y a pas de signe qu'il va recommencer à manger. Nous allons continuer dans la salle d'audience sans accusé présent, sans accusé impliqué dans les procédures. Que va-t-il se passer après pour ce témoin? Et la semaine prochaine, quand M. Ntaganda sera tombé inanimé, que se passera-t-il en ce moment-là? L'accusé est soupçonné d'avoir
interféré avec des témoins de l'accusation à travers un intermédiaire contacté au téléphone depuis sa cellule. Ce qui expliquerait la reconduction des mesures de restriction de ce dernier par la CPI, notamment moins de visites et de contacts avec l'extérieur. Le procès de Bosco Ntaganda, ex-général des FARDC et ancien chef militaire de la milice du Front populaire pour la libération du Congo en Ituri, est au centre des conversations dans la ville de Goma. Aujourd'hui, je sais que Bosco Ntaganda voudrait se justifier et voudrait peut-être influencer aussi la justice en sa faveur en observant la grève des faim. Mais ce qui est évident pour la population congolaise en général et pour les habitants du Kivu, le souhait est de voir tous ceux-là qui avaient commis des crimes de guerre, tous ceux-là qui ont fait pleurer la population, être condamnés. Bosco Ntaganda est poursuivi pour 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont des meurtres, pillages, attaques contre les civils, viols et esclavage sexuel commis par ses troupes entre 2002 et 2003 en Ituri. Rappelons que l'accusé a plaidé non coupable à l'entame du procès le 3 septembre 2016. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé les membres de l'organe dédié à la lutte contre la corruption. Cette instance est l'un des aboutissements de la révision constitutionnelle entérinée en février 2016. La corruption, un fléau à hauteur de plusieurs milliards de dollars chaque année en Algérie. Le gouvernement libyen non reconnu a annoncé ce mercredi avoir remis la gestion des principaux terminaux pétroliers à la compagnie nationale du pétrole. Ses forces affiliées au général Haftar continuent cependant d'en assurer la surveillance, mais la NOC annonce tout de même la reprise prochaine des exportations. Graziella Tchakounté. En Libye, le croissant pétrolier est désormais sous le contrôle des autorités parallèles. Ceci grâce à un coup de force du général Khalifa Haftar qui promet de redistribuer les cartes. Les terminaux de Zouetina, Brega, Ras Lanouf et Al-Sedra ont d'ailleurs été remis ce mercredi à la Compagnie nationale du pétrole, mais restent sous la surveillance de ce dernier. Le communiqué de l'armée libyenne qui était très clair que l'armée libyenne ne s'occupe pas de production ni exportation de pétrole. Et c'est la NOC qui est en charge de ça et sa responsabilité de protéger les installations et pas se mêler dans la gestion de ces installations. L'armée, c'est pas sa mission de se mêler dans les affaires politiques ou le règlement politique entre les protagonistes. Il faut que les deux parties trouvent un terrain de réconciliation sur l'application de l'accord. Dans la foulée, la NOC a annoncé la levée de l'état de force majeur sur tous les ports du croissant pétrolier, ouvrant ainsi la voie à la reprise des exportations au moment où la communauté internationale s'alarme des risques d'une guerre ouverte entre les autorités non reconnues et le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. J'appelle toutes les parties à mettre fin aux actes provocateurs et à se réunir d'urgence autour d'une même table pour discuter d'un mécanisme permettant de sortir de la crise et de mettre fin au conflit. Le pays traverse une période charnière de son histoire. Je n'accepterai pas de diriger une partie libyenne ou une guerre contre une autre partie libyenne. Affaibli par ce revers militaire, Fayez al-Sarraj est de plus en plus contesté au sein même du gouvernement d'union nationale. 2 de ses membres ont en effet proclamé leur soutien à l'opération du général Haftar dans le croissant pétrolier. Son appel au dialogue sera-t-il entendu? Rien n'est moins sûr. Au Rwanda, le secteur bancaire est dans une bonne conjoncture, selon la Banque nationale. Et contrairement au domaine de la microfinance, l'activité bancaire progresserait depuis le début de l'année avec des actifs en hausse de près de 14%. Reportage de notre correspondant Rwanda, Olive Adjakotan. Le secteur bancaire rwandais réalise une performance satisfaisante de janvier à juin 2016 selon la Banque nationale du Rwanda. L'actif total des institutions financières a connu une augmentation de 13,9% durant cette période. Le passif a également obtenu une hausse de 13,4% avec les dépôts des clients atteignant 81%. Les banques enregistrent même un bénéfice de plus de 19 milliards de francs rwandais. Une performance qui ne fait pas l'unanimité chez certains analystes. Il y a la pénétration des services bancaires à l'intérieur même du pays et surtout l'étendue du pays. Troisièmement,
c'est la croissance des business, des affaires dans l'économie rwandaise. De par les chiffres qui sont actuellement publiés, la situation des banques commerciales est bonne. Mais ce n'est pas une situation idéale. Voilà. L'idéal, c'est quoi? C'est que les banques parviennent à donner des crédits à long terme. Le secteur des microfinances, quant à lui, était confronté à d'énormes difficultés lors du premier semestre de 2016. Les prêts non productifs sont passés de 8% de janvier à juin 2015 à 12,5% dans la même période en 2016. Un taux supérieur à la moyenne exigée de 7,5%. Dans le passé, on a vu les fraudes, donc les inspections peuvent déceler les fraudes, mais aussi et surtout, la réglementation doit être respectée, soit en termes de quoi faire, quoi ne pas faire, mais aussi voir les performances, parce que c'est là où le problème réside. Comme le gouvernement est en train de renforcer les capacités des paysans au niveau des communautés de base, je pense qu'avec cet encadrement, le secteur de microfinance va pouvoir tenir du moment où notre économie est en phase de transformation. Le secteur des microfinances était en plein essor dans le pays depuis 2007. Il a connu un déclin à cause de l'inexpérience dans la gestion, selon des économistes. Depuis quelque temps, la Banque centrale du Rwanda cherche à relancer ce secteur. Soulignons que le Rwanda compte aujourd'hui plus de 400 microfinances et 13 banques commerciales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.